Bah déjà de base le produit Livestorm invite à faire du PLG parce que nos clients exposent Livestorm à leurs clients et etc. Donc à la fin du week-end on avait atteint notre objectif du mois et à la fin du mois de mars on avait atteint notre objectif de l'année. À partir de là tu te dis bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quoi. Et nous on le voit venir, on se dit bah en fait maintenant on passe d'une stratégie croissance à tout prix à une stratégie rentabilité avant tout quoi. C'est un peu les points incompressibles que tu es obligé de faire au début pour ensuite arriver à le point clé qui est le aha moment où vraiment là tu réalises la valeur du produit quoi. Et le gros challenge qu'on a aussi c'est de où est-ce que tu mets le curseur à le self-serve s'arrête et t'es obligé de passer par un sales. Et en fait nous la problématique qu'on a eue c'est qu'on avait des sales qui nous disaient les gars je perds des deals par rapport au self-serve en fait. Alors ça pour le coup c'est notre setup actuel. Est-ce que je te dirais il faut absolument mettre en place HubSpot Salesforce? Plutôt non et je dirais même évidemment non tu vois. Là en fait Vous connaissez sans aucun doute Livestorm, un outil de webinar et visioconférence français qui a connu une folle croissance pendant la période Covid, multiplication des budgets, explosion de la notoriété, levée de fonds express. Puis la période de crise des financements est passée par là et il a fallu adapter les stratégies marketing. Mon invité du jour a vécu tout ça de l'intérieur, il s'agit de Thibaut, le VP Growth et Ops de la marque. Il a décidé de m'expliquer comment ils ont géré toute cette aventure, quelles stratégies mettre en place à chaque étape, les challenges de l'outbound, du product-led growth, du SEO, comment aller chercher sa rentabilité et il nous partage ses astuces pour développer une stratégie de review client. Mais avant d'écouter l'épisode, vous connaissez la chanson, un like, abonnement, 5 étoiles, tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, tu es VP Growth and Ops chez Livestorm. Ouais. Et en fait, au niveau de ton parcours, donc tu es rentré chez Livestorm, tu étais la première recrue marketing et tu as été recruté en tant que Growth Engineer. Donc tu as vraiment vu toute l'évolution de la boîte, les différentes étapes, etc., etc. Tu peux un peu nous expliquer donc, les différentes étapes qui a eu, du coup, c'est très lié à ton parcours, tu vois, mais les différentes étapes de ton parcours qui sont très liées aussi à des étapes de croissance de la boîte. C'est quoi un peu les différentes étapes chez Livestorm? Ouais, carrément. Quand je suis arrivé, donc c'était en fin 2017, donc Growth Engineer, j'étais un peu première recrue marketing. Marketing growth on va dire. Je faisais à la fois le dev du site web, les stratégies un peu conversion des utilisateurs qui se créent un compte gratuit, ce genre de choses, et même carrément le contenu sur le blog, c'est moi qui rédigeais les articles. Ah ouais. Donc vraiment je faisais un peu tout. Là où ça marchait bien, c'est qu'en fait le CEO il faisait ça lui-même avant. Donc en fait il y a une vraie force de Livestorm, c'est que le CEO il comprend très très bien les sujets growth en fait. C'est un ancien, un peu un alumni mention, il bossait avec Guillaume Cabane avant, donc les trucs comme ça il était carré quoi. Et en fait j'ai un peu appris tout ça en arrivant, un peu aspiré tout ça. Et donc pendant les 2 premières années on va dire j'ai vraiment un peu tout fait et je me suis vraiment développé au niveau skills techniques, en plus de du coup tous les trucs que je savais déjà faire qui étaient le content, le SEO, etc. Et j'ai surtout focus à ce moment-là sur les stratégies SEO parce qu'il y avait encore pas mal de choses à faire, notamment une stratégie que j'ai lancée à l'époque, c'est la comparaison des concurrents. Donc en fait on a créé des pages qui comparaient les concurrents avec Livestorm mais aussi les concurrents entre eux parce qu'à l'époque on était très peu connus, donc en fait quand des gens tapaient Zoom versus GoToWebinar, il y avait des chances qu'ils arrivaient chez nous et du coup ça nous faisait du trafic pour des gens qui nous connaissaient même pas à la base quoi. Ça depuis ça a été repris par une énorme quantité de nos concurrents, donc c'est la preuve que ça marchait et qu'on avait bien fait et petit à petit ça a perdu en efficacité mais c'est fine parce que nous ça nous a porté pendant les premières années quoi. Voilà, et en parallèle de ça j'ai lancé aussi le paid qui n'existait pas du tout quand je suis arrivé, donc un peu de Google Search et aussi à l'époque c'était vachement Capterra. Tu sais, donc un site de review, tu peux aussi faire du CPC en fait pour faire monter ton profil en fait dans les pages de résultats. Donc par exemple sur la catégorie webinar, nous on bidait pour apparaître plus haut quoi. Et ça en fait ça nous a apporté une énorme partie de notre trafic au début et une énorme partie de nos premiers clients en fait. On avait à peu près 50% de notre acquisition qui était grâce à ça. Et pareil en fait ça c'est le truc où petit à petit ça a fini par décroître. Mais ça c'était des années après quoi. Mais en tout cas au tout début de 2018-2019 ça fonctionnait vachement quoi. Après ça je dirais qu'il y a une passerelle qui s'est passée quand au bout d'un moment j'avais plus la bande passante pour tout gérer et aussi plus les skills en fait par exemple au niveau stratégie content. Je pense que j'arrivais un peu au point où je pouvais plus passer assez de temps pour moi réfléchir à vraiment le plan de contenu dans le détail, comment il fallait traiter le blog, etc. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait recruter quelqu'un quoi. Donc on a recruté une content manager à ce moment-là, donc c'était en mi-2018. Et dans la foulée, après, j'ai recruté un growth manager et un growth engineer pour gérer du coup le site web. Et le growth manager, lui, il gérait tout ce qui est product nurturing en fait, les campagnes Customer IO qu'on fait auprès des gens qui se créent des comptes et qu'il faut convertir. Donc ça, c'était 2019-2020.
Et du coup, bah, là, on a eu un tout petit peu de temps pour mettre ça en place, pour avoir l'équipe qui tourne un peu correctement, etc. Et du coup, début 2020, le Covid arrive. Et là, bah, ça a tout changé pour nous, quoi. Ça a fait, on est arrivé dans une phase vraiment hyper grosse où tout s'est activé, en fait, non seulement dans l'équipe grosse, dans la croissance de Livestorm, mais aussi dans les autres équipes. Et où il a fallu, en fait, piloter tout ça en même temps, quoi. Et un exemple qui est assez marquant, c'est en fait en mars, le week-end qui a précédé l'annonce du confinement. À la fin du week-end, on avait atteint notre objectif du mois qu'on avait prévu à la base. Et à la fin du mois de mars, on avait atteint notre objectif de l'année de growth. Donc en fait, à partir de là, tu te dis qu'est-ce qu'il nous reste à faire, quoi. Ouais. Et en fait, le truc qui a joué un peu dans notre force, qui a été une force pour nous à ce moment-là, niveau growth pur, c'est qu'en fait, on avait déjà mis en place plein de trucs qui scalaient, quoi. Les ads sur Google Search, même si c'était pas opti, bah, ça scalait et ça pouvait monter à l'infini de la demande. Le SEO, ça fonctionnait bien, il y avait pas mal de choses comme ça. Et ah oui, un truc qu'il faut que je mentionne aussi, c'est qu'on n'avait pas de sales à l'époque. C'est inbound first, vraiment PLG pur. Et en fait, les gens qui voulaient prendre des plans, on va dire plus gros que des plans self-serve, ils parlaient à notre CEO en fait à l'époque. Jusqu'en 2018, on n'avait vraiment pas de sales. Et donc, au moment où le Covid est arrivé, on avait déjà recruté, je crois, 1 ou 2 sales. Et à la fin de l'année 2020, on était à une équipe de 10-15 sales. Voilà, ça a vraiment pris en maturité, quoi. Mais voilà, et du coup, je veux insister sur le fait que côté growth, en fait, le fait que le Covid arrive, ça nous a pas surchargé de travail en soi, le fait qu'il y ait plein de clients qui arrivent. Par contre, la charge, elle a été plus sur le reste de l'équipe, notamment au niveau du support et principalement au niveau du support. Et en fait, ça arrivait à un point où carrément, on faisait des tours de support, en fait, même dans mon équipe, tout le monde, en fait, les gens le CEO aussi le faisait, enfin, tout le monde pour un peu alléger la charge parce qu'en fait il y avait tellement de demandes entrantes que on était sous l'eau, quoi. Et donc ça c'était hyper intéressant et ouais, pour donner un peu une idée de l'échelle du truc, au niveau budget ads avant Covid on était à 10K par mois à peu près, et au moment où c'est arrivé on était au plein des confinements et en France mais aussi à l'étranger, on était à 300K par mois de semaine. Tout en étant dans des stratégies assez rentables parce qu'en fait la demande était telle que même avec des canaux pas hyper optimisés, avec tu vois, des campagnes qui n'étaient pas au peigne fin de près, en fait ça suffisait à être rentable au niveau LTV sur CAC, quoi. Ce qui est limite la définition d'un product market fit, tu vois, c'est le truc il est pas optimisé mais on est en train de se faire démonter par les demandes, quoi. C'est vraiment là, tu vois vraiment le truc arriver, quoi. Alors ouais, carrément, mais ce qui est du coup un peu une bonne chose et une mauvaise chose parce que en même temps, enfin, il y avait tellement de demandes à l'époque, tout le monde avait besoin de faire de la vidéo dans tous les formats. Nous, notre force à la base, c'était vraiment le webinar et pour des usages marketing purs, et c'était comme ça qu'on s'est créé à la base pour se faire connaître. Pour se faire connaître, c'était la niche qu'on a ciblée, quoi. Mais en fait, au moment du Covid, on s'est retrouvé avec des demandes random. Il y avait des gens qui voulaient faire des cours de yoga, il y avait de la com interne, des trucs comme ça. Alors, les cours de yoga, on s'est jamais dit c'est une stratégie qu'on va essayer de développer, mais c'est très tentant de te dire on va aussi faire de l'événement interne à fond, on va faire... voilà. Et en fait... Oui, t'es dans le FOMO non-stop. Voilà, c'est ça. Et du coup, niveau stratégie produit, niveau, comme tu disais, product market fit, etc., t'as pas envie de te mettre de barrière, en fait. T'as envie de te dire, on adresse tout. Et en fait, là, ça nous a pris... là, on est juste maintenant, en fin 2023, dans une position où on a vraiment décidé de mettre un peu vraiment une cible spécifique sur les industries qu'on cible, quel use case, etc., quoi. Donc, tu vois, ça a pris quand même, on va dire, 3 ans pour réussir à se dire, finalement, on serait plus fort, en fait, si on cible un peu le produit, quoi. Mais oui, cela dit, c'est clair que le côté... t'as tout qui arrive en inbound et t'as rien à faire, c'est la magie. Voilà, carrément. Et tu vois, les sales qui étaient là à l'époque, ils faisaient juste des calls de démo de temps en temps, ils faisaient des invoices et c'était réglé, tu vois, ils faisaient les contrats et voilà, quoi. Donc voilà, ça c'était, on va dire, de 2020 à 2022, quoi. Donc là, c'est le moment où moi je suis passé Head of Growth. Le growth manager que j'avais recruté, il est passé lead. Donc là, il a structuré l'équipe acquisition et activation des utilisateurs. Donc lui, là maintenant, aujourd'hui, il manage toujours 3 personnes. Qui sont dédiés du coup à ads et SEO, outbound et événementiel, en fait. Je dis événementiel, mais c'est aussi webinar, etc. Donc partenariat événementiel. Et à côté de ça, du coup, j'ai aussi un peu structuré l'équipe website. Donc là, comme je t'avais dit, j'avais un growth engineer à l'époque. J'ai recruté un lead, dev, donc, qui était vraiment spécialisé dev, on va dire dev front, pour vraiment faire du site web, quoi. Donc ça s'est structuré en 2021-2022, quoi.
Et voilà. Et après ça, arrive 2022 où là, c'est un peu l'effet inverse. Donc, c'est sortie de Covid, crise des VC un peu qui arrive. Et nous, on le voit venir. On se dit, en fait, maintenant, on passe d'une stratégie croissance à tout prix à une stratégie rentabilité avant tout, quoi. Et du coup, en fait... Vous n'êtes pas les seuls, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent vraiment, mais voilà. Donc forcément, ça demande de restructurer un peu les choses et de recadrer les choses. Et nous, au niveau de l'acquisition, ça a voulu dire, en fait, là où les ads étaient hyper porteuses pendant le Covid, ça commençait à se calmer un peu et on voyait qu'il y avait des campagnes qu'on continuait à garder parce qu'on se disait, il y a l'espoir que ça nous apporte quand même du trafic qui va devenir des gros plans sales derrière, etc. Mais en fait, il n'y avait pas la data pour vraiment soutenir cette thèse, quoi. Donc en fait, moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'on allait vraiment faire une stratégie hyper carrée sur la renta en se disant, on prend le ratio LTV sur CAC, LTV étant donc la lifetime value, ce que te paye un client sur toute sa durée d'existence, sur le CAC, donc ce que tu as payé pour l'acquérir. Et là, notre objectif, c'est d'être à 1,5 ou plus que de ça. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque client nous apporte 1,5 fois ce qu'on a payé pour l'avoir. Et pour moi, c'est hyper important d'insister là-dessus parce que ça veut pas dire que c'est moins cool de faire de la growth et que c'est moins intéressant et que du coup, on dit non à plein de stratégies. Au contraire, c'est qu'en fait, c'est un nouveau paradigme qui est aussi hyper challengeant et hyper intéressant. Voilà. Et en parallèle de ça, alors il y a 2-3 trucs qu'on a lancés qui sont un peu aussi des moves. Quand on les a fait, on n'était pas trop sûr et en fait, ça a bien payé. On a complètement coupé les ads sur la brand, donc on paye plus sur Livestorm. Ça, c'est un débat, je vois, qui revient souvent et souvent les gens osent pas trop y aller. Ils se disent ouais, mais en même temps, on fait quand même des gens qui viennent, il y a des sign-up, il y a des subs qui arrivent grâce à cette campagne. Et en même temps, tu as l'impression que ça coûte pas cher parce que tes cas qui sont forcément très faibles vu que c'est ta brand. Oui, tu as des CTR qui sont complètement délirants. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, en fait, si tu la coupes, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça s'est transféré vers le SEO. Donc au final, au lieu de payer peu une ad, tu payes 0 via le SEO. Donc du coup, Oui, mais c'est parce que vous avez fait le boulot côté SEO. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, c'est pas un truc que tu peux faire dès le premier jour, mais d'un autre côté... ouais, bien sûr, mais d'un autre côté, je pense que ranker en SEO sur ton propre nom de marque, c'est pas si compliqué, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc maintenant, on en est là. Franchement, on a fait ça en fin 2023, là, en novembre. Et là, quand je regarde les chiffres, j'ai l'impression qu'en fait, ça nous a pas du tout pénalisé, quoi. C'est vraiment niveau volume, c'est pareil, quoi. Donc voilà. Et après, d'une manière générale, sur tous les autres canaux, on a un peu aussi resserrer la vis, c'est un peu négatif comme manière de voir les choses, mais c'est vraiment, on s'est plus focalisé sur comment être rentable le plus tôt possible. Et là, c'est ce qu'on fait. Et donc là, tout ça nous amène à maintenant, qui est 2023-2024. Donc là, maintenant, moi, je suis VP. Donc la différence avec quand j'étais Head of, c'est que là, j'ai récupéré l'équipe Sales Ops. Donc pour gérer plus le côté comment la data est amenée dans le CRM et s'assurer que les sales ils puissent avoir les outils pour bien bosser. Donc c'est hyper lié avec tout ce qu'on fait sur l'outbound, l'enrichissement des contacts dont on parlera peut-être tout à l'heure. Nous, les gros objets aussi maintenant, c'est comme il y a une demande qui est un peu en baisse par rapport à l'époque Covid, évidemment, nous, il faut qu'on arrive à trouver la suite en fait de ce qu'on fait. Donc il y a plusieurs axes sur lesquels on va pousser, qu'on a déjà commencé pas mal. C'est le SEO, où en fait on va aller de plus en plus top of funnel pour amener de plus en plus de monde qui parfois vont chercher des requêtes qui sont pas forcément liées au webinar, ce qu'on a encore assez peu adressé. Typiquement, tu vois, on va pouvoir parler de marketing au sens large, d'ABM, ce genre de trucs. Parce qu'on sait que des gens qui sont intéressés par ces sujets, il y a souvent une corrélation. Enfin, souvent, c'est des gens qui gèrent des équipes avec quelqu'un qui fait du webinar. Et du coup, ce sera intéressant de mettre Livestorm sur la carte pour ça. Et l'autre truc, c'est l'outbound, qui est aujourd'hui un canal qu'on n'a pas encore... Je veux dire, on n'a pas réussi à le craquer, c'est faux parce que de plus en plus, là, je crois que les chiffres des sales, on est à peu près à un tiers des deals qui tombent via l'outbound par rapport à l'inbound. Donc pour une boîte qui était inbound first à la base, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Mais on a encore plein de trucs à faire. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis le setup technique sur écouter les intents sur le web et scorer des comptes par rapport à ces intents. Donc quand je dis intent, c'est... les trucs classiques qui sont souvent mentionnés, c'est les job offers, des gens qui vont recruter sur du webinar ou des choses comme ça, avec des mots-clés webinar. On va les... Dans les job offers ? Oui, ouais, par exemple, dans les job offers. Oui, mettre en place du webinar, animer du webinar, ce genre de choses. Okay. En fait, on utilise un outil qui s'appelle Asgard qui est hyper puissant, qui est hyper bien. Pour le coup, ils écoutent. Il y a une petite couche d'IA dessus où en fait, ils vont vraiment analyser les job offers et on a vraiment une liste de mots-clés hyper importante pour nous, qu'on a ciblé. On a aussi ciblé les industries, etc., les tailles de boîte. Et on a aussi mis de l'exclusion pour les choses qu'on a vu marcher moins bien.
Donc ça, c'est le premier truc. Mais c'est un peu le truc classique que tu peux appliquer dans n'importe quelle boîte. En fait, les job offers, il y a forcément un truc qui va être intéressant. Après, nous, on a des choses beaucoup plus spécifiques sur le webinar. Donc typiquement, un avantage qu'on a dans le marché, c'est que déjà, il y a beaucoup de concurrents. Alors, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, il y a beaucoup de concurrents. Et l'avantage, il est là, c'est que souvent, quand tu fais du webinar, tu vas avoir des pages d'inscription publiques. Et du coup, ça se trouve, tu vois. Tu peux si tu as les URL et tu sais le format des URL de tes concurrents, tu peux aller les trouver. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scrappé ça et on a récupéré en fait les boîtes qui font des webinars sur des concurrents. Et bien sûr, on a choisi d'abord les concurrents contre lesquels on est confiant qu'on sait gagner, quoi. On a les arguments de vente, on sait gagner. Donc ça te donne 2 infos qui sont clés. C'est 1, ils font déjà des webinars, donc tu n'as pas besoin de leur expliquer ce que c'est et de les convaincre. Et 2, ils utilisent un concurrent contre lequel on est mieux. Et alors ça peut être plusieurs arguments, soit on est moins cher, soit on fait mieux tout de A à Z sur l'inscription, etc. Voilà. L'autre truc qu'on est en train de rajouter là, c'est on écoute en fait les ads qu'ils font sur leurs events, parce qu'en fait ça veut dire qu'ils ont un budget. Et quand ils font ça, c'est-à-dire que en gros tu sais que non seulement ils font du webinar, mais en plus ils ont un budget à dépenser pour amener des gens sur ce webinar. Donc ça veut dire que là en gros ils sont chauds, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait c'est vraiment tout ça. Ça nous arrive, on utilise HubSpot en fait comme base de données pour récupérer ces intents. Et ensuite nous on laisse les team lead sales les sélectionner les boîtes en fonction de ce qui les intéresse. Et ensuite ils les importent dans Salesforce et c'est eux qui gèrent en fait leur équipe. Ensuite font leur travail là-dessus. La partie que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça c'est les accounts. On a aussi toute une couche sur les contacts où on va en fait aller chercher les personnes intéressantes dans ces boîtes là qui vont être end user de Livestorm par exemple. Donc là ça va être des gens qui bossent en marketing, tu vois, qui ont des postes un peu seniors en marketing. Et ça pareil en fait on les importe dans Salesforce avec l'info qu'on trouve, email et numéro de téléphone s'il est dispo. Et là, du coup, la couche qui nous manque, c'est d'avoir un système vraiment de scoring pour pouvoir vraiment, plutôt que d'être un peu au feeling de dire « Ah tiens, il y a cet intent qui m'intéresse sur cette boîte, donc du coup, je pense que je vais l'envoyer à mes sales », c'est d'avoir vraiment un système où tu as un score de 0 à 100. Plus tu es proche de 100, plus le compte est chaud. Et en plus, donc ça c'est juste pour les intents, mais en plus de ça, nous, on va ajouter une couche ABM, on va dire, traditionnel où on va en fait faire de la prospection automatisée sur ces comptes-là pour rajouter des signaux. Donc on va leur partager des contenus marketing, des trucs, voilà, le truc classique quoi. Et du coup le but c'est de gonfler le score de tous ces comptes pour ensuite que les sales ils aient confiance dans les comptes qu'on leur donne parce qu'ils voient que il y a eu plein d'actions qui ont déjà été faites et ils sont pas froids en fait, ils nous connaissent. Et ensuite ils ont les clés en main en fait pour les contacter et faire l'outreach quoi. Ils ont les arguments pour dire voilà, le premier contact que je prends avec cette boîte c'est pour telle et telle raison parce que j'ai vu qu'il y a tel intent, voilà pour l'intent. Ça c'est sur l'outbound. Du coup c'est le challenge du moment et le SEO comme je disais c'est plus arriver plus sur le top of funnel et faire vraiment plus le côté de demande de gens qui nous connaissaient pas encore jusqu'à maintenant, chose qu'on a encore très peu faite. Voilà, donc ça c'est les challenges. Ok, écoute, c'est une masterclass le truc. Ok, top. Top. Il y a plein d'éléments sur lesquels je vais revenir. Donc c'est bien parce que tu as donné du détail et tu as pris un peu d'avance sur des sujets que je souhaitais adresser, donc c'est génial. Si je comprends bien, donc, je vais déjà un gros engineer qui fait du content, je trouve ça très original. Ouais, alors après c'est aussi, quand je suis arrivé dans la boîte, j'étais pas dans l'équipe dev ou engineer, j'étais ni growth, j'étais vraiment la casquette marketing quoi. Ouais, donc c'était un peu l'homme à tout faire quoi. Ouais. Mais c'est ce qu'il fallait, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde l'intitulé du poste et que tu dis au début je faisais le content et tout, c'est assez marrant. Mais bref, ça c'était la petite parenthèse. J'ai l'impression que du coup, et je trouve ça très smart et c'est souvent ce que je recommande aux boîtes, c'est vous, il s'avère que vous êtes sur un marché où il y a une grosse partie du marché en fait qui sait ce qu'est un webinar, qui fait déjà tourner du webinar, etc. Donc tu sais que tu as une demande à capturer. En fait, elle est là, elle est présente. Et donc en fait, le truc c'est que si je comprends bien, votre gros focus de départ, si je résume, ça a été capture de demande, SEO, SIA et focus conversion, comment on optimise le website pour bien convertir ces gens-là. C'est un bon résumé ? Ouais, carrément. Et ensuite, les briques que tu as commencé à ajouter, c'est du coup du content et des ads ou des choses comme ça, ou même l'outbound pour aller un petit peu plus vers de la demand gen. Et là, dans les derniers éléments que tu viens de citer, on voit bien que vous êtes clairement dans des éléments de demand gen, notamment au niveau du SEO. Les gens, ils connaissent peut-être pas les sujets du webinar, mais bon, on va planter la petite graine, quoi. C'est un bon résumé de... Ouais, carrément.
Je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Website. Quand tu dis optimisation du website, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que, en fait, il y a plusieurs trucs que tu as mentionnés. C'est, moi, généralement, quand je pense growth et optimisation de website, je pense à multiplier les landing pages, essayer de trouver les bonnes propositions de valeur, travailler sur des flows de conversion. Et en même temps, à un moment donné, tu as mentionné le fait que du coup, tu avais recruté un dev pour itérer sur le website. Donc, peut-être que du coup vous utilisez pas un CMS ou quoi et que du coup il faut effectivement un dev pour pouvoir itérer sur votre website. C'est peut-être le cas. Hein. C'est le cas. Bon voilà. Mais du coup, j'aimerais comprendre, c'est quoi un peu les éléments sur lesquels vous faites des itérations sur le website, tu vois? Ouais. Alors déjà le truc d'un point de vue pur technique, quand on a lancé le site web, les sites comme Webflow, etc., c'était encore un peu early. Et notamment, nous, la limite qu'on avait, c'est qu'on avait plusieurs langues. On avait juste français, anglais à l'époque. Et en fait, ils le faisaient pas hyper bien à l'époque de gérer deux locales. Ouais. Et l'autre truc, c'est que le tracking, pour nous, c'est hyper important de récupérer toute la data du trafic, quoi. Et du coup, on a Segment qui est connecté sur le site web. Et ça, à l'époque, j'étais pas du tout confiant de le faire via Webflow, alors que d'un autre côté, je savais très bien qu'avec la stack qu'on avait, ça marchait parce que c'est moi qui l'avais codé, donc je savais. Oui. Et du coup, ce qu'on a fait, donc, on a changé aussi la techno. On avait je vais pas rentrer dans le détail, mais on avait un système pour faire la génération du site à l'époque. On est passé sur Nuxt maintenant, qui est une technologie quand même plus moderne et plus flexible. Et donc pour ça, on avait vraiment besoin de quelqu'un de technique. Et aussi, le rythme d'update qu'on fait sur le site web, c'est on fait une nouvelle version toutes les semaines. Du coup, c'est pas un truc où et c'est des updates qui font parfois, tu vois, on ajoute des components, on ajoute des pages entières, voilà. Et du coup, ça demande du dev en fait, tout simplement. Et du coup, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être l'externaliser avec quelqu'un un freelance. Mais moi, je préfère largement avoir quelqu'un qui est en interne, qui va ensuite, tu vois, à force de faire les choses sur le site web, il va même en fait être force de proposition sur ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, tu vois. Par exemple, là, un truc tout bête, notre bannière de cookies, on payait un outil 4 000 € par an pour l'afficher. En fait, il y a un composant sur Nuxt qui permet de le faire gratos. Donc, tu vois, et lui, c'est lui qui a proposé l'idée et j'étais là, ouais, let's go, quoi. Donc, il y a vraiment de la valeur à internaliser, je pense, ça. Même si tu pourrais me dire, ouais, la stack est chère, tu vois, pour un site de SaaS B2B, d'avoir, du coup, on a un dev, un designer et une PM. Tu vois, ça fait 3 personnes, tu peux te dire ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. D'un autre côté, la stack en elle-même te coûte vraiment pas grand-chose parce que du coup, on n'utilise pas d'outils tu vois, où tu vas payer avec, en fonction de ton trafic, etc. Donc, c'est assez lean. Et d'un autre côté, il y avait vraiment des problématiques un peu plus poussées qu'on voulait mettre en œuvre. Et notamment, ce qu'on a commencé à faire je pense que c'était 2019, c'est la personnalisation du site web en fonction du trafic qui arrive. Pour ça, on utilise Mutiny. On était les premiers clients de Mutiny en Europe à l'époque. Et je sais même pas s'ils en ont d'autres en fait déjà. mais voilà, on est sur Mutiny. Donc nous, Mutiny, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils désanonymisent le trafic. Donc, t'as pas les données personnelles de la personne qui est sur ton site. Alors, peut-être qu'on pourrait, mais en Europe, on le fait pas. Donc, on le fait pas. Par contre, tu as l'info de dans quelle boîte elle travaille. Et du coup, à partir de là, tu as la taille de la boîte, l'industrie, les technologies utilisées, etc. Et du coup, en fait, avec ça, en live, tu vas pouvoir personnaliser ton site sur tes visites. Donc nous, un exemple tout bête, mais qui est vraiment celui qui marche le mieux, c'est nous, on a vraiment un gap entre les plus petites boîtes qui vont, elles, utiliser plutôt rentrer sur des plans self-serve, qui vont, tu vois, vraiment rentrer dans une motion PLG elles-mêmes, tu vois, subsell toute seule. À l'opposé, on a des boîtes qui sont au-dessus de 1000 employés, qui là vont plutôt préférer directement parler aux sales et tout de suite rentrer dans un échange commercial. Et en fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait le même site pour les deux, et on avait notamment la page pricing qui était visible pour les grands comptes. Et ça voulait dire qu'on montrait nos prix self-serve, qui sont très bas,
qui commencent très bas volontairement, à des comptes qui en fait pouvaient très bien rentrer beaucoup plus cher, quoi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une expérience où quand tu as plus de 1000 employés dans ta boîte, tu ne vois plus ce pricing. Enfin, tu vois plus la page pricing, en tout cas dans la navbar en haut, tu la vois pas. On a mis une page Enterprise à la place qui te présente un peu les données sécurité, etc. De Livestorm. Et du coup, on pousse aussi beaucoup plus le bouton de démo, donc demande de démo avec les commerciales, que le bouton de sign up. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Tu vois, par exemple, si tu vois que la boîte utilise HubSpot, bah, tu peux mettre plus en avant cette intégration-là sur tes pages. Enfin, il y a vraiment plein de trucs que tu peux faire. Et donc ça, ouais, ça fait depuis 2019 qu'on bosse avec eux et toujours aujourd'hui, on l'utilise. Et ça, bah, pour le coup, ça demande... je pense que les compétences à avoir là-dessus, alors techniquement, c'est pas ce qui est le plus compliqué parce qu'en soi, tu mets un script et le truc en fait tourne tout seul. Mais c'est plus de l'analyse de données et savoir un peu prendre du recul par rapport à la donnée que tu as. Pas sauter tout de suite sur les conclusions quand t'as pas encore atteint, tu vois, la statistical significance, quand t'as pas assez de trafic sur une expérience et que tu vois elle va biaiser d'un côté ou de l'autre, bah en fait t'as vite tendance à te dire ah bah c'est super ou alors ah c'est pas bien, mais en fait tu la regardes un mois plus tard et en fait c'est pas du tout les mêmes résultats, tu vois. Donc ça faut faire hyper gaffe là-dessus. Et pour le coup, bah tu vois, des profils dans mon équipe qui faisaient pas ça avant, par exemple la PM sur le site web, moi ce que je fais c'est que je la coach vraiment là-dessus parce que c'est hyper important pour moi qu'elle sache prendre des pincettes sur les datas et qu'elle puisse en fait à terme faire les décisions elle-même en fait. Voilà. D'autres trucs que tu voulais savoir sur... Non, mais c'est top. Et pour le coup, Mutiny, je connais... Bah déjà, tu es la première personne ever qui me parle de ce tool et j'ai le sentiment que très très peu de personnes connaissent. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que globalement, c'est quand même une stack qui est assez chère parce qu'en fait, tu payes. Ça coûte une blinde. Tu payes Mutiny et tu payes aussi l'outil du coup de désanonymisation des visiteurs. Donc, nous, sur Clearbit Reveal, ouais. Ça coûte une blinde aussi. C'est assez cher. Mais en fait, nous, là, ce qu'on a fait, bah, comme je te dis, là, on est dans une stratégie vraiment ROI pure. S'il y en a pas, enfin, si on n'est pas rentable sur le tool, on le coupe. Moi, j'ai fait une analyse du coup des taux de conversion, des gains de taux de conversion qu'on a eu sur les expériences dans l'année 2023. J'ai mis ça du coup, face au MRR qu'on a ajouté en plus grâce à ça. Et du coup, retirer les coûts de Mutiny et de Clearbit. Et on est à plus que zéro, quoi. On est rentable. Donc, enfin, dire plus que zéro, ça paraît pas ouf, mais on est pas mal. donc en fait, c'est justifiable. C'est vrai que le coût d'entrée, par contre, est un peu brutal, quoi. Ok, mais très intéressant. Je reviens du coup sur l'histoire de vous avez une stack propre pour le website, typiquement pour le content. Alors je suis un peu biaisé parce que je sais comme quoi il y avait des petits débats chez vous sur le fait de passer Webflow par rapport notamment au blog, etc. C'est quoi? Parce que je suis content manager et je m'occupe d'écrire du contenu SEO. Je vais pas aller mettre les mains dans le code, tu vois, a priori. Ah ouais, alors, non, j'ai peut-être pas assez bien expliqué ça, mais en fait, donc il y a la partie code qui est sur Nuxt, mais on a un CMS qui est Datto qui permet du coup de rédiger du contenu. Donc, d'accord. Les personnes qui écrivent sur le blog, et donc ça peut être des gens en interne et aussi des freelances, ils ont accès via Datto, et pour le coup, l'expérience de création de contenu, elle est ce que tu as toujours connu. Franchement, c'est... Enfin, peu importe. C'est un CMS, c'est pareil. Voilà, c'est un CMS. Voilà. Oui. Ce qui est cool, après, voilà, ce qui est bien, c'est que si tu veux faire des trucs plus poussés que du contenu sur ton blog, par exemple des hubs de trafic, je sais pas, un truc qu'on a lancé, c'est la Virtual Background Library, où en fait, c'est juste des backgrounds que tu peux coller derrière comme sur vidéos. Zoom, Google Meet, etc. Voilà. Donc on a créé un peu un hub avec plein d'idées. Donc bizarrement, un des trucs qui rentre le mieux, c'est Harry Potter background. C'est vrai. Ouais. c'est un peu le fun fact du truc. Mais en soi, c'est cool parce que ça nous amène du trafic et ça dit aussi à Google, bah, ces gars-là, ils font des backgrounds de vidéos. Donc en fait, ils sont pertinents sur la conférence. Donc, mais bon, c'est pas, je te cache pas que c'est pas là-dessus qu'on fait nos conversions. Et je voulais en venir à ça, c'est que le fait d'avoir le contrôle sur toute ta stack et de pouvoir le coder, bah, c'est qu'en fait, pour shipper ce fameux hub Virtual Background Library, tu peux facilement importer tout ton contenu, tu peux importer les images. On pourrait même imaginer que, tu vois, en amont du déploiement, on pourrait lancer un truc avec de l'IA pour générer les images via IA et ensuite on les importe, tu vas tout automatiser sans avoir à mettre la main manuellement dessus, quoi.
ce qui est un gros avantage. Je pense que Webflow permet de faire ça d'un certain degré. Je t'avoue qu'après, je suis pas non plus expert en Webflow parce que je l'utilise pas. Oui, bien sûr. Là, en tout cas, je sais qu'avec un dev qui est sur Nuxt et qui sait faire ça, ces problématiques-là, je vais pas me bloquer en me disant ce sera pas possible. Tu vois. Je sais très bien qu'il y arrivera. Tout est possible. Enfin, c'est un peu l'avantage d'avoir sa stack en fait. Voilà. Tu sais que tout est possible. Exactement. Ok. Tu as mentionné l'IA. Je sais que vous faites des trucs avec l'IA. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça on a commencé. Alors c'est principalement du SEO aujourd'hui. On a commencé mi-2020, enfin il y a à peu près 6 mois, là, 2023. L'idée c'est. Alors on outsource pas complètement le contenu vers l'IA. Aujourd'hui, tous les articles du blog sont écrits par des humains, on passe pas du tout par de l'IA. C'est des freelances qui rédigent. Parce qu'on veut vraiment. Moi, je pense vraiment que le blog a besoin d'avoir cette qualité, tu vois, et c'est un peu ce flair. On sait de quoi on parle et on maîtrise le sujet, quoi. Et du coup, les freelances avec qui on bosse, c'est les mêmes free sur du long terme, et en fait, ils vont creuser les sujets dont on parle. Là où sur les hubs de contenu, donc ce que j'appelle les hubs, c'est Virtual Background Library, c'est un exemple. On a aussi lancé le glossaire de Webinar, par exemple. Là, on est en train de lancer le glossaire du vidéo marketing. Ça, en fait, tu peux au moins facilement récupérer toutes les idées de choses à faire, et commencer à rédiger ces articles, voire avoir 90% de l'article rédigé, et tu as juste à repasser derrière pour être sûr que c'est bon, quoi. Et en fait, ça scale vachement ta vitesse de rédaction de contenu et de publication de ces hubs-là, qui sont vraiment là pour amener une demande qui ne serait pas arrivée de toute façon, et c'est pas des contenus longue forme, quoi. C'est des articles, tu vois, assez courts, qui vont droit au but. Et voilà. Et aujourd'hui, on a une personne qui est même pas full time sur le SEO, elle gère les ads et le SEO en parallèle, qui fait ce genre de sujet. Et du coup, en fait, sans l'IA, on irait, je pense, 4 fois plus lentement, tu vois, parce qu'il faudrait qu'elle rédige tout. D'accord, mais du coup, oui, j'ai l'impression que c'est tu vois, les exemples de contenu que tu mentionnes générés par IA, c'est très. Effectivement, j'envisage déjà un peu le prompt qu'il pourrait y avoir derrière de je veux faire un article glossaire, etc. Donne-moi les 50 éléments du glossaire. Et puis, tu as déjà ton outline, en fait. Après, peut-être que toi, tu vas repasser sur les paragraphes et tout, mais ça y est, ton squelette, il est là. Et tu sais que, je pars déjà avec ça. C'est un peu comme ça le fonctionnement? Il y a un peu ça. Pour la génération d'idées, il y a aussi récupérer des sites existants, par exemple Wikipédia qui pourrait avoir des trucs, des choses comme ça, pour avoir en fait des bases d'idées. Et en fait, à partir de ces idées, en fait, tu les mets dans tes prompts, et là, tu vas développer plus de contenu. Mais ça, c'est un travail qui est manuel. Du coup, le fait d'aller récupérer les informations. Alors ça dépend. Si tu trouves une source de données qui est facilement scrapable, tu scrapes et c'est bon, quoi. Ok. Mais c'est un peu un mix, en fait. On a, par exemple, une des sources qu'on a récupérées, c'est tout simplement notre support doc à nous, donc nos documents de support, parce que y a plein de sujets qui sont en fait un peu éloignés de Livestorm pur, et du coup on s'est dit ça vaut peut-être le coup de continuer à parler de ce sujet-là sur notre site web pour ramener du trafic, quoi. Ok. Voilà. Et donc, niveau tools, IA, c'est du GPT et basta? Non, on utilise aussi... alors, je veux pas dire c'est Jasper qu'on utilise. Okay. On a fait un peu un benchmark de tous les tools qui permettent de rédiger de l'IA, et c'est celui qui est resté in fine. Donc, en comparaison, c'est vraiment celui qui est le plus quali et qui justement se démarque un peu de ChatGPT, qui apporte vraiment une valeur ajoutée par-dessus. Okay. Là où d'autres outils, en fait, c'était quasiment les mêmes, les mêmes choses qui ressortaient. Juste, ils ont rebrandé le truc. Voilà, ils ont mis un autre package, mais en fait, à l'intérieur, c'est le même produit. C'est ça, et un autre pricing aussi. Un autre pricing, tout à fait. Ouais. Ok. Très cool. Et d'autres itérations à venir sur l'IA? Là, du coup, ce que je t'ai mentionné sur la Virtual Background Library, c'est une des idées qu'on a en tête pour la développer. Mais en fait, aujourd'hui, on est plus dans une phase où on a plein d'idées de trucs qu'on veut faire, mais on n'a pas encore décidé exactement sur quoi on allait se lancer. Donc, en fait, c'est possible qu'on lance carrément un hub d'outils IA pour t'aider, par exemple, à créer tes présentations. Tu vois, on pourrait faire un truc où, là, on packagerait peut-être un petit peu, tu vois, du ChatGPT avec, tu vois, des prompts un peu orientés et tout, pour permettre aux gens de eux-mêmes rédiger, en fait, leur présentation. Enfin, tu vas dire, voilà, je vais faire une présentation genre à un board, etc. Fais-la pour moi, quoi, et ça va te la faire derrière. Ça pourrait être un truc de génération de titres de webinar ou genre de truc. Donc, comme tu vois, c'est des idées qui sont encore aujourd'hui pas très canalisées, on en a plein. Et tout n'est pas forcément du SEO pur, il y a des trucs, ce sera plus, tu vois, pour faire un petit buzz, voilà. Mais ce qui se dessine, c'est qu'on va probablement sortir
un hub sur Livestorm qui sera un hub IA en fait, qui sera pas dans le produit, ce sera vraiment de l'acquisition pure sur le site web pour en fait ramener des gens et permettre d'avoir une suite d'outils qui te sont utiles en fait quand tu fais du webinar au quotidien. Il y a beaucoup de débats tu vois, sur le sujet IA et SEO. De oui, mais en fait, l'IA, en fait, ça rank pas, ou alors ça rank qu'un moment, ou tu vois, il y a déjà eu un peu des espèces de use case de gens qui ont un peu fait ranker des sites super vite avec du contenu IA, et puis ensuite on a vu les trucs se crasher. Je pense que tu es déjà tombé sur ces machins-là. Vous avez une vraie expérience sur le sujet. C'est quoi le recul que tu as et les datas que tu peux nous donner là-dessus? Ouais, bah je sais pas si on a déjà assez de recul, tu vois, parce qu'en soi, c'est vrai que c'est assez récent et c'est pas encore à une échelle où peut-être on pourrait voir ça. Nous, par exemple, le glossaire qu'on a créé, il rank toujours. Il a pas été impacté négativement à un moment donné. Et il rank. Et il rank. Là où il y a des choses qu'on a faites à la main totalement, je t'ai mentionné tout à l'heure la comparaison des concurrents. Ça a eu une durée de vie limitée, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui nous a impacté, c'est que d'autres gens l'ont fait et au bout d'un moment, du coup, on se démarque plus. Il y a une vraie concurrence. Et, voilà. Et en fait, je pense que, moi, tel que je le vois, je pense pas qu'il y ait un risque avec l'IA, surtout si c'est bien repris derrière. Alors, il y a ça aussi, c'est que nous, on édite, comme je te mentionnais, on met pas texto ce qui ressort. Et l'important, c'est juste de traquer comment ça évolue, quoi. Et si jamais ça bouge, du coup, on repassera dessus, on mettra plus de manuels, on fera peut-être des contenus plus longs, enfin, je sais pas, tu vois, on reprendra les choses, quoi. Mais le truc, c'est que moi, de mon expérience, en SEO, les pages qui performent bien, c'est pas pour toujours, quoi. Il y a un risque que ce soit pas pour toujours. Et du coup, moi, je suis prêt à ça, et tu vois, que ce soit SEO ou pas SEO, en soi, ça change rien, quoi. C'est juste un outil parmi un autre, mais... Oui. T'es pas en train de te dire c'est un espèce de pilier, ça va jamais bouger. Voilà, tu sais que de toute façon c'est mouvant. Et... Voilà. Ok. Top. Alors après vous avez, t'as mentionné aussi, donc vous avez une vraie strat product-led growth. Donc j'imagine particulièrement, et tu l'as un peu mentionné sur les petits comptes, avec product nurturing. Donc, c'est quoi un peu les itérations que vous avez fait là-dessus? Et tu m'avais dit comme quoi vous avez bossé avec Elena Verna, qui est un peu la boss du sujet. Ça m'intéresse de savoir, voilà, c'est quoi les itérations que vous avez fait sur PLG, Product Nurturing, et puis un peu comment elle a pu contribuer aussi à ce sujet, quoi. Ouais, carrément. Déjà, de base, le produit Livestorm, en fait, invite à faire du PLG parce que 100%. Nos clients exposent Livestorm à leurs clients, etc. Donc, de base, en fait, j'ai envie de te dire, on avait limite pas le choix d'être PLG au début, c'était l'obligation, quoi. Le premier truc qui a été fait, c'était d'avoir une petite watermark sur les événements, sur aussi tous les contenus en fait qui étaient utiles, donc les pages d'inscription au webinar, les emails de rappel, de confirmation d'inscription, etc. Petite watermark qui t'amène sur le site web Livestorm quand tu cliques dessus. Donc ça, c'était vraiment le niveau, tout premier truc qui a été fait, c'était ça. Ouais, du coup, nous, on a fait le choix d'ouvrir le freemium. Donc, tu as une version gratuite qui te permet de faire un webinar pour jusqu'à 20 personnes. Mais c'est très limitant, donc au bout d'un moment, tu finis par upgrade. Et après, c'est vraiment par palier. Alors ça, c'est quelque chose qui, au début, on n'avait pas ça. Donc ça, j'y viendrai peut-être après, mais tu voulais savoir les étapes. Donc du coup, la première étape, c'est on avait vraiment un pricing par licence. Donc tu payais un siège sur Livestorm et c'était la personne qui avait le droit de lancer un webinar et de le terminer. Je pense que tu as peut-être suivi la mouvance. Maintenant, les gens boudent un peu le système par licence et pour plutôt un système usage-based. Ce qu'on a fait, nous, là, en 2023. Et d'ailleurs, il y a eu une grosse... dernièrement, mais vraiment très très récemment, il y a Zapier qui a changé son pricing et qui maintenant, tu as un espèce de pricing par licence. Et puis par contre, si tu dépasses, tu n'es pas obligé de passer à la licence du dessus. Tu sais, tu peux payer par des apps supplémentaires, etc. Et beaucoup de gens... D'ailleurs, je crois que Elena Verna, elle avait fait un post sur le sujet en disant « Bon voilà, ça c'est la vraie mouvance qu'on est en train de voir effectivement sur les stratégies PLG. Donc oui, ça rejoint totalement ce que tu es en train de dire. Carrément, oui, c'est sûr qu'après il y a des finesses à avoir au niveau du pricing. Bien sûr. Voilà. Mais ouais, donc pour revenir à où on en était au tout début, il y avait ça, il y avait des campagnes d'onboarding qui existaient pour amener les gens à utiliser plus le produit. Mais on était un peu, tu vois, niveau compréhension de la data, de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles actions clés doivent faire un utilisateur pour devenir client, etc. On n'avait pas grand chose, quoi. Il y avait aussi un truc, c'est que quand j'ai rejoint Livestorm à l'époque, il n'y avait même pas
le système d'organisation sur Livestorm. T'avais un user égale une organisation, mais tu pouvais pas inviter des gens à ton organisation. Ce qui est une des clés quand tu veux faire du PLG qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, au niveau d'une boîte, tu as plusieurs personnes qui peuvent utiliser ton produit, et l'idée, c'est que ce soit hyper facile d'inviter des personnes. Ça, j'y reviendrai plus tard quand on parlera d'Elena sur... Ouais. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment un peu l'état où on en était. L'état des lieux, d'ailleurs, c'est parfait comme vision, parce que c'était vraiment ça. Donc en gros, on voyait pas grand-chose, mais on savait que certains emails qu'on envoyait à la création de compte marchaient bien. On avait un peu de l'upsell sur certains trucs, etc. On avait aussi des campagnes un peu pour essayer de récupérer des comptes qui avaient un peu abandonné pendant leur freemium, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on a lancé ? On a lancé un truc de... Alors, c'est un truc très e-commerce, mais on a fait un truc de... C'est panier abandonné, où quand en fait, ils commençaient à faire le funnel d'achat et qu'ils abandonnaient, on les récupérait. Donc ça, je crois qu'on arrivait à récupérer genre 10% des gens, donc c'est pas mal. Donc ça, tu vois, c'était beaucoup de stratégies isolées. Et en fait, donc, en 2020, on a du coup... fait du consulting avec Elena, Elena Verna, donc, qui est un peu la... À l'époque, elle était moins huge que maintenant, mais quand même, elle était... je crois qu'elle sortait de son expérience chez Amplitude en tant que part-time VP growth, et en fait, elle nous a vraiment accompagnés sur la définition de la data, en fait. Quels sont les objectifs que tu as quand tu fais du PLG, qu'est-ce qu'il faut regarder comme métriques, et aussi comment tu considères tout ça. Donc le fameux passage de on regarde les utilisateurs à plutôt on regarde des orgas, ça s'est fait comme ça en fait. On avait déjà dans le produit shippé les orgas juste avant de bosser avec Elena, mais ce que moi j'ai compris avec elle, c'est qu'en fait tu peux pas juger de l'impact de ton PLG si tu regardes que ce que fait un utilisateur, parce que surtout sur un webinar, tu vois, au bout d'un moment la personne elle fait déjà 2-3 webinars dans un mois, tu vas pas la faire 10 webinars, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, t'arrives à un max, quoi. Alors que si tu lui fais inviter d'autres collègues qui vont faire d'autres choses, tu vois, par exemple, dans une boîte où tu as un département France, Espagne, etc., tu vois, tu peux avoir autant de gens qui vont avoir une licence, qui vont utiliser Livestorm, et voilà. Et ça, c'était la première clé, c'était de regarder par account plutôt que par user, quoi. Et l'autre truc, c'était les métriques, les actions déterminantes que quelqu'un doit faire en arrivant sur son compte. À la base, nous, en fait, on regardait vraiment les tout premiers trucs. Donc, est-ce que la personne a mis en place des intégrations ? Est-ce que la personne a créé son premier événement ? Est-ce qu'elle a invité des teammates ? Ce genre de trucs. En fait, ça, c'est la phase, ce que Elena, elle définit comme la phase de setup. C'est vraiment le truc où c'est un peu les points incompressibles que tu es obligé de faire au début pour ensuite arriver à le point clé qui est le aha moment, où vraiment là, tu réalises la valeur du produit, quoi. Et en fait, nous, on regardait même pas, on n'avait même pas défini ce que c'était que notre aha moment. En fait, on avait un peu, moi j'avais fait un peu un sondage interne sur la définition de ce qu'est un aha moment. Et genre, les sales, ils me disaient, ça avait des trucs random. C'était genre, quand on partage un PowerPoint, c'est ça le aha moment, tu vois. J'étais là, et en fait, du coup, Elena, elle m'a vraiment dit, réfléchis à ça. Donc, elle m'a donné des exemples, tu vois, de boîtes qui avaient défini leur aha moment. Et nous, du coup, on s'est arrêté sur quelqu'un qui finit un événement, un réel événement, en fait. Pas juste un événement de test, mais un réel événement. Donc, avec au moins 2 personnes dessus. Parce que ça peut être, tu vois, une réunion ou un truc petit, on s'en fout de la taille, mais il faut que ce soit vraiment dans le contexte, pour vraiment comprendre en fait la valeur ajoutée de Livestorm sur tout, sur l'inscription, sur oui, voilà. Le rappel. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu sais ça, tu peux vraiment considérer ton onboarding et les actions que tu vas faire pour pousser tes comptes et tes utilisateurs à arriver vers ce moment différemment. Enfin, déjà tu sais que tu dois arriver là, quoi. Donc en fait, avant, on était hyper focus sur il faut absolument qu'ils mettent en place une intégration parce qu'on avait vu que ça corrélait bien avec prendre un plan payant et rester ensuite plan payant. Mais en fait, ça devient juste une des facettes de ce que tu dois pousser. Mais en fait, le truc final, c'est vraiment qu'il doit faire un event. Donc ça a vraiment tout changé. Mais ouais, l'advising avec Elena, c'est vraiment des sessions où tu es dans Miro avec... ça va à 1000 à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, les data points, etc. Est-ce que tu traques ça ? Il faut que tu te fasses ce dashboard-là, tu le regardes tous les jours. En fait, il faudra que toute la boîte le regarde tous les jours. Enfin, moi, c'est vraiment, ça m'a ouvert les chakras, mais comme rarement, tu vois. Genre, vraiment, c'était un truc de fou. Et en fait, on a fait ça pendant pas mal de temps. Et vraiment,
Enfin, c'est vraiment sur le côté analyse de la data où on s'est arrêté, quoi. Et en fait, à partir de là, là, tu vois, c'était en 2020, 2021, tous les learnings que j'ai eu de ça, je les applique encore aujourd'hui et c'est encore des trucs que souvent dans les discussions, tu vois, autour de plein de trucs, autour du pricing, autour du produit, de l'onboarding, etc. Moi, je lève la main et je dis, attendez, là, faut prendre un peu faut regarder la data, faut regarder ce qu'elle nous dit, et voilà, faut revenir à ça, quoi. Donc ça me sert toujours aujourd'hui, clairement. En fait, j'ai l'impression que ça vous a redonné un focus finalement. Ouais, je pense que tu peux le dire comme ça. Ouais. Bah surtout, en fait, ça nous a dit sur quoi se focus. Ouais, exactement. Parce qu'on on savait pas trop avant, on tatillonnait. C'est un peu le truc où tu vois, par chance, ça marchait, mais ça pouvait être vraiment beaucoup plus efficace. Oui, puis j'ai l'impression aussi que parce que ça fonctionnait, vous aviez pas besoin de vous poser certaines questions. Et elle, en fait, elle est arrivée et elle vous a dit non, mais même si ça marche bien et que vous avez le sentiment que c'est pas des questions à vous poser, il faut vous les poser parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à la step d'après, en fait. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Ça. Ok, bon, très cool. Donc il y a ça. Et le dernier point que je veux mentionner quand même avec les histoires de PLG, c'est qu'en fait, généralement, on parle beaucoup de self-serve avec le PLG. Et du coup, tu as un pricing à échelon où tu vas monter tout seul. Et en fait, tout seul, tu vas mettre ta CB jusqu'à ce que tu puisses plus, en fait. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Et le gros challenge qu'on a aussi, c'est de où est-ce que tu mets le curseur à le self-serve s'arrête et tu es obligé de passer par un sales. Et en fait, nous, la problématique qu'on a eue, notamment pendant le Covid, c'est qu'on avait des sales qui nous disaient les gars, je perds des deals par rapport au self-serve, en fait. Je suis en train de négocier un deal annuel, plus gros, etc., avec plus d'usage. Mais en fait, la personne voit le self-serve et en fait, elle convertit en plan plus bas et je le perds, quoi. Et ouais, c'est une problématique parce que tu te dis, on laisse du MRR sur la table, c'est pas bon. D'un autre côté, le client, il rentre quand même, tu vois. Donc, si ta motion PLG et upsell, elle fonctionne, faut avoir confiance là-dedans. Et tu sais que si vraiment il y a un usage de ton produit, il va monter en pricing jusqu'au moment où en fait, c'est lui qui va lever la main et qui va demander aux sales de passer au plan supérieur. Voilà. Et du coup, ça, on s'est un peu cherché là-dessus quand même. Ouais, parce que c'est frustrant. Carrément. Et puis t'as pas envie de dire aux sales, c'est ton problème, t'as qu'à être meilleur, tu vois, parce que ça. Non, mais c'est sûr. Donc voilà. Donc on a beaucoup modulé ça. Et là, on a un peu le pricing évolue constamment et il change encore. Mais là, donc ouais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, maintenant on est sur un pricing vraiment basé sur l'usage, donc le nombre d'inscrits à tes événements. Et ça fonctionne bien. Et aussi, c'est assez modulable. Il y a des choses qu'on réserve aujourd'hui aux sales. Par exemple, le fait d'avoir une quantité modulable d'extra, en fait, que tu vois, quand tu as un gros événement qui arrive, t'es pas obligé de prendre, tu vois, le package supérieur. Tu peux juste prendre un peu d'extra et voilà. Oui. Ça, c'est réservé aujourd'hui aux sales. Et tu vois, c'est des choses qu'on regarde régulièrement parce que en fait, c'est modulable et tu peux très bien te dire, en fait, pourquoi ne pas l'ouvrir, par exemple, juste au plan yearly self-serve, tu vois, et ça pourrait peut-être marcher, quoi. Donc voilà. Donc il y a toujours des réflexions à avoir là-dessus. Et ça, c'est clair que c'est un débat qui finira jamais, je pense. Enfin, tu vois, Bien sûr. Je fais juste une petite parenthèse, mais c'est hyper subjectif ce que je veux dire, mais je trouve que globalement, les pricing comme vous faites, tu sais, sur l'usage, et donc là, par rapport au nombre de personnes qui ont pu s'impliquer dans un événement, en fait, je trouve que c'est le modèle de pricing le plus fair, en fait. Parce que je trouve parfois il y a des modèles de pricing où tu te dis ouais bon c'est quand même pas juste parce que j'ai pas le sentiment de payer plus cher pour plus de valeur. Mais là en fait le truc c'est que vous dans votre cas, si j'ai plus de personnes dans mon événement, c'est que l'outil en tant que tel il me permet d'avoir plus d'impact. Et donc, tu vois, il y a un espèce d'alignement complet entre ce que je paye et la valeur que je suis en mesure de récupérer du truc. C'est un peu une espèce de parenthèse, mais souvent sur les débats autour du pricing, voilà, je trouve ça un peu dommage parfois les débats qu'il peut y avoir sur le sujet. Et je trouve que d'en revenir à des choses un peu toutes simples de non mais attends, comment est-ce qu'on peut aligner les intérêts et faire en sorte que la personne elle paye plus cher pour avoir plus d'impact, pour avoir plus de valeur. Bon bref, voilà, c'était mon petit. Ouais, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce pricing-là. En fait, on s'est quand même une des boîtes qui nous a inspiré, c'est HubSpot, qui fait ça en fait. Ils ont leur prix de licence de base que tu payes, mais après tu as ton nombre de contacts marketing, ils appellent ça. Et en fait, c'est normal de payer pour ça parce que c'est la valeur qui t'apporte. Voilà. Et du coup, nous, c'est pareil, c'est la même logique. On a un outil qui est principalement utilisé dans des usages marketing. Donc, les gens que tu récupères, les infos que tu as sur eux, leur participation à l'événement, l'analyse qu'on fait de, tu vois,
comment ils ont interagi avec ça, les questions qu'ils ont posées, etc. Ça, c'est de la valeur qui est qui est là, quoi. Ouais, puis en plus, vous captez la data des personnes qui viennent de manière régulière, etc. Enfin, voilà, je me souviens qu'à l'époque Covid, avec Germinal, on utilisait Livestorm à fond pour faire les webinaires, donc je me souviens très bien du produit. Donc voilà. Ok. Tu as mentionné aussi le fait qu'il y a eu un moment donné où donc, vous avez intégré les efforts outbound. Donc vous avez intégré aussi la partie sales dans l'équipe. Non, alors ça, c'est pas les sales sont pas dans l'équipe growth, ils sont dans une équipe à part, mais dans l'équipe Livestorm. Ouais, dans l'équipe Livestorm. Ouais. Et du coup, j'allais poser la question, est-ce qu'elle fait partie de l'équipe market growth? Donc tu y as répondu très bien. Concernant justement, pour moi, il y a un peu aussi effectivement le débat de comment est-ce qu'on implique les sales dans les efforts, tu vois, côté market. Donc, tout à l'heure, tu as mentionné donc intent-based, donc Asgard, etc., etc. Comment est-ce que tu arrives à créer du coup le lien entre les deux? Tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à mentionner le fait que du coup, tu récupérais de la data que tu mettais sur HubSpot. Eux, ils récupéraient des éléments, ils mettaient sur le Salesforce. Donc, vous avez HubSpot côté market, Salesforce côté sales, c'est ça? Comment est-ce que les sales, du coup, ils arrivent à s'interfacer entre les deux? C'est quoi les éléments sur lesquels vous itérez? Ouais. Bah c'est super, j'adore ces questions parce que c'est les questions un peu tooling qui me sont chères. Là, aujourd'hui, on a un setup où en fait, la base de données d'outbound, elle est dans HubSpot et c'est les team lead sales uniquement, donc c'est eux qui vont assigner en fait les comptes à leurs équipes. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce qu'en plus, on est dans une phase où on est en train de setup les choses. Donc, aujourd'hui, c'est hyper clé d'avoir déjà les retours des team lead sales qui nous disent, bah voilà, ces comptes-là, ils sont particulièrement pertinents. Par contre, ceux-là, ils le sont pas. Donc, en fait, on fait régulièrement, en fait, on prend leur feedback quand ils font leur sélection de comptes. Toutes les semaines, on synchro pour voir où ça en est, quoi. Vous avez un meeting toutes les semaines? Ouais, alors c'est pas forcément un meeting, mais en tout cas, on a un échange où on récupère leur feedback, on voit s'il y a des trucs à fine-tune, quoi. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est déjà le fait de passer par les team leads, ça permet ça. Il y a des contre-arguments de faire ça. Par exemple, ça leur prend du temps et s'il y en a qui est en congé, par exemple, il faut qu'il y ait un fallback derrière pour quand même faire la sélection. Donc, je vais pas te dire que c'est le truc où on est sûr que ça va rester comme ça. J'avoue que c'est challengé de temps en temps par le CRO. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il me demandait si c'était toujours pertinent d'avoir ça. Mais moi, je suis convaincu que réduire la feedback loop avec les sales, c'est un des trucs les plus importants sur lesquels on peut optimiser et sur lesquels il faut qu'on bosse. Et en fait, ta feedback loop, elle est jamais assez serrée, quoi. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire pour récupérer plus vite les feedbacks, itérer plus vite et avancer plus vite, quoi. Du coup, pour moi, ça, c'est un truc qui est très cher et je pense qu'aujourd'hui, le setup qu'on a, il permet de faire ça. Et du coup, donc ça, c'est la partie sélection des comptes. Après, on les envoie dans Salesforce. Aujourd'hui, nous, tel que c'est fait, jusqu'à très récemment, c'était vraiment les sales qui étaient maîtres de leur cadence et de leur outreach. En fait, c'est eux qui géraient manuellement leur cadence. Donc, c'est via SalesLoft, mais tu vois, ils font, on va dire, c'est du semi-automatique, mais c'est quand même eux qui doivent faire l'action d'envoyer les mails, etc. Ce qui est très bien parce que si on a des sales humains pour faire ça, c'est quand même que ils sont là pour ça, quoi. Mais ce que nous, on a ajouté en parallèle de ça et qu'on est en train de développer pas mal, c'est le truc classique d'outbound, de faire de l'outbound automatisé. Donc ça, en fait, on va le faire soit pour des comptes qui n'ont pas été gardés par les team leads, mais on pense qu'il y a quand même moyen de au moins les amener vers du self-serve ou quelque chose en mettant, tu vois, très peu de ressources, mais pour les attirer. Soit c'est des comptes qui sont de valeur pour les sales, donc dans leur liste, tu vois, ABM, etc. Mais qu'on veut préchauffer, en fait. Et du coup, là, on va lancer des campagnes automatisées. Donc là, il y a plein de tools qui permettent de faire ça. Nous, on a choisi Reply.io, où en fait, on va faire l'approche en fonction des intents qu'on a. On va personnaliser le contenu des emails qu'on envoie et des cadences qu'on envoie pour parler à ces contacts-là et essayer d'attirer leur attention. Donc, on fait un peu un mix de... Là, on teste, tu vois, un peu une approche plus... très sales, on appelle ça un peu le EBDR, tu vois, c'est pas une personne, du coup elle n'existe pas, mais voilà, je vois bien. qui fait ça. Et l'idée c'est de voir comment ça, si ça mord, quoi. Et on envoie aussi des contenus plus marketing, tu vois, nos e-books, nos trucs classiques, quoi. Encore une fois, pour des gens qui connaissent pas forcément Livestorm, donc juste pour être présent dans leur état d'esprit et dans leur esprit. Et pareil, en parallèle, on va lancer des ads sur LinkedIn pour tu vois, rabâcher Livestorm et faire en sorte que quand finalement ça arrive aux sales de les bosser, donc quand ils auront un score
enfin un lead scoring assez élevé, bah là du coup les sales ils seront pas sur un contact à froid, mais du coup à quelqu'un à chaud qui nous connaît déjà et qui sait ce que fait Livestorm et qui on est quoi. Ok. Tu disais tout à l'heure que vous utilisiez Clearbit. J'imagine que, tu disais que vous aviez Reveal. Sur votre site, j'imagine aussi que vous allez capter du coup quelles sont les personnes qui ont visité le site. Ah tiens, il y a peut-être un truc à faire, on balance ça, ça permet d'envoyer ça aussi potentiellement aux sales pour que tu confirmes. Ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est un intent en fait. Parmi tous les intents qu'on a, c'est un intent. Et d'ailleurs, il y a un peu similaire à ça, il y a J2 où là, nous, on a enfin J2 nous envoie régulièrement les personnes qui vont sur notre profil et sur les profils des concurrents et on voit à qui ils nous comparent. Et ça, pareil, on les récupère comme des intents parce qu'on sait que c'est des gens qui sont allés checker Livestorm à un moment donné. Donc ça a de la valeur. C'est pas en soi tout seul, l'intent lui-même est pas hyper, tu vois, a pas forcément une valeur énorme, mais quand tu le cumules avec d'autres, bien sûr. Là, ça devient puissant, quoi. Ok. G2, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, vous avez une vraie strat sur les sujets de review. Comment est-ce qu'on fait pour récolter de la review et s'assurer que sur ces sites-là, on soit au top ? Ouais, alors ça c'est tout un sujet parce que la review chez Livestorm c'est quelque chose qui existe depuis le début et qu'on a, et même maintenant, tu vois, ça fait 7 ans, on a encore des choses à améliorer et des choses qui ont changé pas plus tard qu'il y a 3 mois, tu vois, qu'on a testé. Et pour te dire un peu le truc, moi je crois vraiment énormément dans le fait que avoir des reviews sur des third parties c'est hyper utile. Et du coup pour ça, donc on a commencé par le playbook classique de envoyer un formulaire de NPS, un sondage de NPS. Ensuite, on envoie un follow-up à ceux qui sont, tu vois, promoteurs pour qu'ils nous review sur des sites publics. Donc là, contre une reward, si tu veux augmenter ton taux de conversion, évidemment, c'est beaucoup plus efficace si tu leur promets même 20 à 25 $, tu vois, en échange. Donc ça, c'est la première version. C'était vraiment, on envoyait ça aux users qui avaient laissé le NPS. Mais là, du coup, pour un peu développer le volume, depuis qu'on a ce fameux système d'organisation où tu peux avoir plusieurs personnes qui sont dans une même organisation sur Livestorm, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on prend le plus gros NPS qui a été laissé par quelqu'un sur cette org. Tous les gens qui ont laissé eux-mêmes un NPS négatif, on les exclut parce que du coup, c'est leur avis, a priori, c'est l'avis dont on a confiance, donc on sait qu'on ne peut pas les contacter. Par contre, tous ceux qui n'ont pas encore laissé de NPS ou qui en laisseront pas, on considère qu'ils ont aussi le NPS positif. En fait, on considère qu'ils sont aussi satisfaits que la plus satisfaite de leur org. Donc ça veut dire que au lieu de contacter une seule personne pour gérer ta review, tu vas en contacter potentiellement 3, 4, 5 de plus. Et en fait, nous, quand on a lancé ça, on a multiplié par 5 le nombre de reviews qu'on faisait tous les mois. Et on a perdu 0,1 sur 5 de review moyenne. Donc ça veut dire que c'est pas très risqué de faire ça. C'était la grosse peur aussi, c'était de se dire mais si t'étends, il y a des gens en fait peut-être qu'ils laissent pas de NPS parce que juste ils sont pas contents de Livestorm et voilà quoi. Oui. Et en fait non, ça a pas tant que ça descendu quoi. Et c'est hyper important d'avoir beaucoup de reviews parce que notamment J2 juge de la vitesse à laquelle tu récupères des reviews et de ta quantité de reviews globale. Ça c'est hyper clé et aujourd'hui la catégorie webinar, j'ai regardé là récemment, il y a 122 tools dedans. Nous on est numéro 2 maintenant et c'est pas parce qu'on a une market présence énorme, tu vois, parce qu'ils prennent en compte plein de trucs de SEO, ton nombre de followers, ton chiffre d'affaires, etc. Tu vois, face à Zoom, Teams, Webex, etc. On n'est pas devant, tu vois. Autant dire qu'on n'est pas devant. Par contre, en nombre de reviews, là, on est vraiment, vraiment bon. Et du coup, c'est ça qui nous permet d'être... alors, malheureusement, plus numéro 1. On a eu numéro 1 pendant genre 1 mois. Et en fait, Webex s'est rendu compte qu'en envoyant un email pour récupérer des reviews, il pouvait maximiser le truc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, là, je t'avoue que je suis un peu amer. Mais c'est le truc... En vrai, c'est le truc à savoir aussi sur J2. Et franchement, il faut être honnête là-dessus. C'est que c'est facile entre guillemets, si tu mets assez de temps pour ranker bien. Mais par contre, tu peux aussi vraiment te faire doubler par les gros, en fait, si tes gros concurrents, s'ils décident de mettre en place une stratégie de review sur J2, c'est quasiment sûr qu'ils vont réussir à te doubler, en fait. Ah, mais c'est un jeu de volume. Donc, de toute façon, à partir du moment où en face de toi, tu as un mastodonte... c'est ça. Oui, voilà. Bon, ok. Et après, donc, il y a aussi un truc sur les reviews, c'est que d'un point de vue SEO, vous faites aussi le taf côté les étoiles SEO, là. Comment vous avez bossé là-dessus ? Ouais, alors ça, c'est un peu le Graal de la conversion sur les résultats Google. D'accord. En fait, et c'est le truc, franchement, depuis que je suis arrivé chez Livestorm, je me disais, mais c'est pas possible, il y a un moyen de craquer ce truc, quoi. Il faut que ça apparaisse. Et en fait, je regardais, donc dans les docs de Google, ils te disent qu'il y a une liste de vendors spécifiques qui te permettent de faire ça. Mais en fait, alors...
si j'ai bien compris le truc, ça c'est spécifiquement dans l'usage où tu fais des ads. Oui. Et en fait, là, c'est du résultat SEO. Et donc, Oui. en fait, ça, tu peux le faire dans le code de ton site, dans le Avec schéma. un snippet, ouais. Tu peux mettre un snippet qui va faire ça. Donc, en fait, via J2, on récupère ces infos-là et on les met dans le schéma. Et du coup, maintenant, alors, c'est pas dans 100% des résultats quand il y a Livestorm qui pop. Mais par contre, régulièrement, tu as en dessous les reviews. Donc là, voir qu'on est noté, tu vois, 8,6 sur 10 et tu as les petites étoiles en dessous, ça a son petit impact. Oui, Petit effet. puis ne serait-ce que visuellement, dans les résultats SEO, bah, il y a des étoiles qui apparaissent. En fait, ça attire forcément l'œil, tu vois, parce que franchement, d'un point de vue design, bon, les requêtes Google, c'est quand même du basique. Bon, maintenant, il y a des trucs, des visuels et tout, mais ça reste quand même du basique. Quand il y a les petites étoiles qui pop, bon, tu arrives un peu à te démarquer, tu vois, clairement. c'est quand même pas mal. Clairement. Tu disais comme quoi le tooling, c'était un sujet que tu kiffais. Bon, en même temps, t'es VP Growth and Ops, donc j'imagine que voilà, c'est pas pour rien. C'est quoi les tools, tes petits tools, c'est quoi votre setup? Ouais, bah, je vais pas pouvoir tout faire parce qu'on a, j'ai eu l'impression que oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Mais déjà, je vais commencer par le tool, le meilleur SaaS du monde, qui est Customer.io. Pour moi, j'ai jamais trouvé un outil d'emailing aussi puissant. Enfin, je dis emailing, mais en fait, c'est réducteur parce que maintenant, ils font messaging au sens large. Tu peux envoyer des messages, notif, message in-app, etc. En fait, leur produit, c'est ouf, mais dès qu'ils font une release, une feature, c'est exactement ce que tu attendais. Mais vraiment, c'est impressionnant. Moi, ça fait 10 ans que je les utilise parce que je les utilisais dans ma boîte d'avant aussi. Et franchement, c'est impressionnant leur focus. Et pourtant, ils ont des utilisateurs qui sont B2B, B2C. Ils ont plein de types de boîtes. Mais à chaque fois, quand ils sortent un truc, c'est hyper bien packagé, c'est exactement ce que tu attendais et c'est parfait. Donc ça, on l'utilise du coup pour les utilisateurs du produit, pour les communications vers les utilisateurs. Mais pendant un moment, c'était même notre outil d'attribution des comptes aux sales, tu vois. En fait, tu peux faire tellement de trucs. Oui. Tu peux faire des call API dans tes campagnes et tout. Donc à partir de là, tu peux faire vraiment plein de choses. C'est aussi un peu notre notification center. Tu vois, on a des notifications PLG, par exemple, quand un compte arrive à la limite de son plan actuel, on envoie une notif sur Slack, tu vois, en pingant le bon sales qui va. Ça, on le fait via Customer.io, donc c'est hyper flexible et franchement, c'est un peu le centre névralgique du PLG en fait. En tout cas, du point de vue growth, c'est vraiment le centre. C'est ça, le centre névralgique de la PLG, quoi. Donc ça, c'est le premier que je veux mentionner. Je réfléchis après à ce qui est intéressant à développer. Du coup, Mutiny, on en a déjà vachement parlé, mais vraiment hyper bien. HubSpot Salesforce, que tu as mentionné. Alors ça, pour le coup, c'est notre setup actuel. Est-ce que je te dirais, il faut absolument mettre en place HubSpot Salesforce? Plutôt non, et je dirais même évidemment non, tu vois. Là, en fait, on a fait ça parce que voilà, tu récupères une équipe sales, ils sont tous habitués à bosser sur Salesforce, tu as envie, tu vois, qu'ils soient à l'aise et tout. On a mis en place HubSpot parce que voilà, pour l'équipe marketing, c'est plus tu vois, plus facile à gérer et tout. En vrai, là maintenant, depuis qu'on l'a mis en place, Customer.io, ils ont lancé un système pour faire en fait du marketing nurturing aussi. Donc avant, c'était vraiment, tu vois, un contact sur Customer.io, ça s'appelle un user. Donc c'est pour te dire la direction qu'ils avaient au début, c'était vraiment un truc pour ton app. Et en fait, là maintenant, tu as vraiment un truc où tu peux créer des contacts via un formulaire. Donc en fait, tu peux remplacer la partie, en tout cas, marketing nurturing de HubSpot comme ça. Tu auras moins de dashboard, tu auras moins de trucs. Tu vois, clairement, ils sont pas à ce niveau-là, ils sont pas au niveau d'HubSpot, c'est clair et net. Mais tu vois, si tu veux un peu concentrer tes tools, tu peux grouper les deux. Et un peu pareil avec Salesforce, du coup, c'est plus avec HubSpot. Le débat, c'est en vrai, tu peux peut-être tout faire depuis un seul des deux tools, tu vois. Donc voilà, mais bon, ça, c'est notre setup actuel. Et le truc, c'est que, bon, c'est un peu cher, c'est un peu la stack de luxe, de luxe, mais en même temps qui t'amène quand même des de luxe d'un point de vue pricing. Voilà, c'est ça. Mais d'un autre côté, tu vois, comme je te disais, l'usage de HubSpot comme database outbound, c'est vraiment hyper bien, c'est facile à prendre en main, tout le monde peut comprendre, les sales team lead, on les onboard dessus, c'est facile. Et en même temps de ça, c'est séparé de Salesforce, donc t'as pas le risque d'avoir tes équipes sales qui vont, tu vois, mettre les mains là-dedans et se perdre, tu vois, prendre des comptes qu'ils sont pas censés prendre, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi, ça fait quand même un filtre en amont, quoi. Voilà, après du coup, alors ça c'est plus au niveau analyse de données, on utilise Amplitude. Moi je suis dessus plusieurs heures par jour peut-être, quand j'ai le temps, tu vois, c'est vraiment, j'aime trop m'y perdre et me poser des questions, tu vois. Est-ce que, là par exemple, tu vois, on a un système, comme je disais, de usage-based pricing, on a lancé un nouveau tier en fait, en gros, avant tu avais 100, 200 et 500 contacts par mois, et on a rajouté un plan à 350. Et du coup, la question que je me pose, c'est,
en fait, et on voit beaucoup de gens qui convertissent sur le plan 350. Du coup, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on n'a pas en fait pris des conversions du 500 vers le 350, tu vois, et du coup, est-ce qu'on perd pas du MRR? Et du coup, bah, je me suis pris, tu vois, 1 heure, 2 heures pour dig là-dessus, tu vois, la conversion, regarder le volume de conversion entre les deux, faire des flows et tout. Et surtout une analyse de funnel du truc. Et Amplitude, c'est pareil, c'est hyper flexible. C'est vraiment, ça te donne, si tu sais l'utiliser, c'est tellement puissant. Alors oui, tu as mis un petit warning si tu sais l'utiliser, parce que il y a et je voulais d'ailleurs faire la remarque tout à l'heure par rapport à Mutiny. Le problème de ces outils extrêmement flexibles, c'est que tu peux avoir le kiff de faire des trucs qui servent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, franchement, Mutiny, c'est quand même vraiment le tool. Tu te dis, ah mais attends, je peux faire ce scénario, machin, ça ne sert à rien. Et en fait, tu vas y perdre énormément de temps. Voilà. Donc il faut quand même avoir ce petit recul de, je vais faire un truc qui est utile. Ouais, clairement. Bah, c'est sûr que de toute façon, tu vas pas prendre un outil juste parce qu'il est cool. Tu prends un outil parce qu'il répond à une problématique que t'as, quoi. Et Oui. Amplitude, c'est pareil. Tu rentres dedans quand t'as une question que tu te poses et tu vas creuser un peu, quoi. Mais ouais. Après, du coup, donc ça, c'est vraiment ceux sur lesquels je suis au quotidien. Enfin, c'est les outils sur lesquels je suis au quotidien. Je réfléchissais aussi à un truc qu'on a mis en place très récemment, c'est Cognism. Enfin, tu connais du coup Cognism pour l'enrichissement des contacts. En fait, là, ils sont en train de lancer un truc qui s'appelle Cognism Enrich, qui va en fait, au lieu de bosser sur, tu vois, le truc classique, l'extension Chrome qui va te permettre de récupérer les infos de LinkedIn, en fait, ils vont enrichir les contacts qui arrivent dans Salesforce. Contact, account, enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer du coup l'email et le numéro de téléphone. Et du coup, tu peux créer un flow qui dit, bah, si le contact, il arrive de telle ou telle manière, donc nous, c'est tout ce qui arrive des intents, on l'enrichit via Cognism. Et ça, du coup, on est en train de le tester. Alors pareil, quand ils nous ont pas trop dit qu'on était bêta-testeur à fond, mais en fait, quand on a setup, il y a eu 3 mois où le truc a juste pas marché. Donc, on était très early sur le truc, mais là, maintenant, ça marche. Et là, c'est hyper récent, ça fait 1 semaine qu'on l'a setup. Et du coup, tout le côté, tu sais, avoir une stack pour enrichir tes contacts et tout, faire un truc en cascade, etc. Bah, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très cool si tu peux faire ça, c'est nickel. Mais là, tu vois, au moins, c'est le truc, c'est setup hyper rapidement, Ouais. en 2 secondes, c'est réglé. Et en fait, à terme, tu pourrais même imaginer que c'est le truc qui permet aussi à tes sales de juste ajouter des contacts depuis LinkedIn directement. Ils se prennent pas la tête, ils ont même pas à checker voilà, quoi que ce soit. Le truc s'enrichit tout seul derrière et c'est réglé, tu vois. Donc ça, c'est un peu l'espoir que j'ai que ça donne ça. On verra ce que ça donne. Mais Ok, ouais. très bien. Tu parlais de la data Amplitude. C'est quoi les datas qui t'obsèdent? Bah, du coup, tous les trucs liés au produit, donc c'est atteindre le aha moment, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Le nombre de... Attends, excuse-moi, sur ce truc-là, du coup, la data que tu regardes, c'est le temps que les gens mettent à l'atteindre? Non, le nombre. Enfin, Ok. Les gens qui sign up et qui atteignent le aha moment. La conversion, ok. Et même plutôt les orgas qui sont créés et où tu as au moins une Ok. personne qui atteint le aha moment. Ok. Et après ça, tu as un autre truc qui est en fait la répétition de ce aha moment. Donc ça, c'est ce que Elena appelle la habit loop. Donc c'est l'habitude, quoi, quand tu utilises le produit et qu'en fait tu fais ce que le produit est censé faire Ouais. vraiment. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on regarde. Et après, du coup, moi, ça va être des choses beaucoup plus micro sur des taux de conversion. Genre là, tu vois, on est en train d'A/B tester notre homepage du site web. Bah, j'utilise Amplitude pour ça. C'est tout basique, mais voilà. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avec Amplitude, tu peux vraiment deep dive sur les résultats. Donc, tu vois, on veut regarder comment ça impacte les sign-up. Bah, du coup, je peux regarder entre la version que je suis en train de tester et le contrôle, en fait, quel est le profil. Enfin, tu vois, des gens qui vont... Parce que s'il y a un drop, par exemple, qui a drop en fait? Est-ce que c'est des gens qu'on voulait écarter de toute façon parce que c'est pas des gens intéressants, ou est-ce que c'est des gens en fait pertinents qu'on perd parce que la nouvelle version leur parle moins, tu vois? Donc ça, c'est des réponses que tu peux trouver dans Amplitude, et c'est la raison pour laquelle tu peux te perdre vraiment, parce que si tu vas dans la granularité de regarder au cas par cas le détail, bah tu passes du temps, quoi. Donc voilà, il y a ça, et après bah, tout ce qui est évidemment souscription, enfin passage, tout ce qui est modification de pricing, comment ça va impacter, tu vois, les conversions. Donc tout ce qui est prise de plan payant, upsell, etc., les taux de conversion là-dessus. Voilà, c'est vraiment les trucs principaux que je check régulièrement, quoi. Très axé taux de conversion, finalement. Ouais, franchement, beaucoup. Après, il y a un peu une partie aussi monitoring de tu vois, si le tracking fonctionne, etc. Bon, ça, c'est important de le faire régulièrement. Mais sur l'analyse de données, c'est vraiment beaucoup sur les taux de conversion et sur l'impact en fait de ce que tu lances. Ouais. Ok. Et toi, là, aujourd'hui, si tu devais résumer un peu ta routine, tu vois, une semaine type, ton temps, il se divise comment?
Ouais, bah du coup je fais beaucoup de synchro avec les équipes parce que, alors je l'ai pas encore mentionné jusqu'à maintenant, mais on est full remote, donc en fait on se voit pas dans les bureaux. Donc quand je parlais de collaboration avec les sales par exemple, pour moi c'est hyper clé. Alors je sais qu'il y a des boîtes qui sont full asynchrone et tout, qui veulent pas faire de meeting. Moi je trouve qu'on n'apprend jamais autant en faisant un call. Donc en fait le lundi c'est réservé au synchro cross team. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, et aussi je pense que pour l'équipe c'est cool en fait de se voir. Enfin c'est bête à dire tu vois, mais quand t'es en remote, moi je vis à Rennes, il y a une collègue qui est au RH qui vit à Rennes, mais sinon les 100 autres ils sont autre part, et moi ça me fait plaisir de voir des gens quoi, et en fait tout le monde est un peu dans le même truc. Alors évidemment faut pas que ça devienne tu vois que des meetings toute ta journée, mais il y a quand même un minimum à avoir. Donc ça c'est le premier point. Et du coup toute la semaine, le lundi ça va un peu lancer la semaine sur les sujets à faire, etc. Et après je vais un peu dédier le temps entre plusieurs choses. C'est analyse de l'existant et voir s'il y a des choses à... Déjà s'il y a des red flags, des trucs qu'on a lancés qui sont en fait qui underperforment par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ça je suis hyper... je fais hyper gaffe à ça, évidemment. À l'inverse, s'il y a des trucs qui marchent, tu vas faire en sorte que ce soit pérennisé. Et après, du coup, réflexion sur les nouvelles idées à lancer, quoi. Il y a quand même beaucoup de temps passé sur la réflexion, tu vois, tous les sujets SEO dont on parlait. Ça, c'est des trucs que moi, je passe vachement de temps dans la réflexion là-dessus. On a aussi, alors je sais que il y a pas mal de boîtes qui font ça, qui ont un board avec leur CEO sur les idées du CEO, tu sais, qui sont, en gros, tu peux lui dire plus ou moins clairement que c'est pas le moment, mais voilà. Et en fait, pour essayer aussi un peu de les ranker. Et en vrai, là, moi, on a créé ça très récemment là, et franchement, c'est hyper bien parce que ça permet aussi, même à lui-même, en fait, d'évaluer l'impact de chacune de ces idées, tu vois, les unes entre les autres. Et en fait, après, ça te permet de prioriser. Donc, il y a pas mal d'échanges aussi là-dessus sur qu'est-ce qu'on va faire en fait après, quoi, où vient la suite. Et après, il y a beaucoup de monitoring des projets en cours et de s'assurer que tu vois on avance vite et qu'on avance comme il faut. Donc ça, mine de rien, je le fais encore pas mal aujourd'hui de regarder tu vois le head of qui gère les funnels, on fait donc l'acquisition et l'activation, on fait des synchros régulièrement, je check tu vois les projets, comment ça avance, etc. Au niveau du website, c'est moi qui gère en fait aujourd'hui encore les 3 personnes qui sont sur le site web. Donc là je m'assure que tout roule bien, etc. En vrai, plus ça va et moins il y a à faire, parce qu'en fait là tu vois la PM c'est la dernière personne qui a rejoint l'équipe, ça fait 6 mois, un peu moins de 6 mois maintenant, donc là elle est complètement onboardée, et en fait en vrai plus ça va et plus je vais pouvoir déléguer, quoi. Donc là en fait maintenant je prends plus de recul que c'était le cas avant sur un peu tous les sujets et les trucs à développer, les sujets stratégiques. Et il y a aussi de plus en plus d'actions sur des débats internes. Comme tu as pu le voir, j'ai quand même pas mal parlé de pricing, c'est un truc qui revient souvent, et c'est le genre de sujet où en fait tu vois on se pose avec le CRO, CEO, côté product aussi, le CPO, on discute un peu tu vois des évolutions possibles, les trucs qu'on pourrait faire, et on regarde un peu les idées qu'on prend pas, qu'est-ce qu'on peut tester, etc. Et ça en tant que depuis que je suis passé VP, je le fais plus souvent qu'avant. Je pense que c'est un peu normal aussi, c'est l'évolution de voulu, quoi. Et quand j'étais head off, en vrai j'avais pas trop le temps de faire ça parce que j'étais beaucoup trop hands-on sur les sujets, quoi. Et puis c'était un timing qui était quand même un peu particulier. Ouais. Ok, c'est quoi vos prochains challenges? Alors les prochains challenges, là, du coup on est vraiment dans le moment on vise la renta, donc là on est à quelques mois de l'atteindre, donc là déjà c'est le dernier push pour y arriver. Une fois qu'on l'aura arrivé, c'est bon, on sera au chaud pour passer l'hiver des VC et ce sera bon. Donc là franchement je t'avoue que je suis assez pressé qu'on arrive à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment dans l'immédiat ce challenge là. Et après du coup d'un point de vue ce que fait l'équipe growth par rapport aux autres équipes, il y a vraiment le fait que l'outbound doit vraiment prendre le relais par rapport à l'inbound qui continue d'exister, mais tu vois qui est évidemment moins en essor qu'à l'époque Covid, et du coup il y a vraiment un remplacement à faire à ce niveau-là. Du coup là ça c'est vraiment le gros focus là-dessus. Et en fait quand je dis outbound, c'est aussi en fait c'est un peu appliquer le playbook marketing qu'on n'a jamais trop voulu appliquer jusqu'à maintenant, donc c'est-à-dire aussi faire des events, tu vois, des choses comme ça. Donc ça aussi c'est hyper clé en fait, c'est les trucs classiques de bosser mieux avec les sales en fait, et de vraiment faire les actions qu'ils attendent qu'on fasse pour faciliter leur closing en fait, et leur amener du lead, quoi. Donc oui, voilà. J'ai l'impression que c'est passé finalement d'un focus très product à un focus très sales. Ouais, on peut dire ça un peu comme ça, et surtout d'un point de vue très inbound où en fait les choses arrivaient, et voilà, un truc plus voilà, maintenant faut vraiment bosser pour aller récupérer du monde, quoi. Ok, très cool. Bah écoute, merci Thibaut. Je sais pas si tu vois d'autres choses à ajouter. Moi j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait le tour.
Non, pas spécialement. J'ai l'impression que ça a duré 2 secondes. Mais ça a été... Ah non, je crois que ça fait un peu plus d'une heure là, tu vois. Ok. Bah nickel. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Si les gens veulent te suivre, tu postes pas particulièrement sur LinkedIn. T'es présent sur LinkedIn. Ouais. J'ai pas l'impression que tu postes particulièrement. Non, mais j'ai un peu comme je pense tout le monde, j'ai envie de le faire un peu plus. Donc, n'hésitez pas à follow ou à me connecter. D'ailleurs, c'est toujours cool. Toujours cool et j'espère que je vais réussir à débloquer un peu de temps pour faire ça. Ok, excellent. Bah merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. Comme d'habitude, le petit like, le commentaire, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, l'abonnement sur YouTube, faut pas l'oublier celui-là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!